Donc, on est présentement avec Stéphane Tessier, interprète en patrimoine et aussi ancien à CISM. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour Gabriel, oui, ça va très bien, ouais. Oui, un Excellent. ancien CISM, ouais, parfait. De 1994 à 2004 à peu près, 2003, ben à peu près 8 ans. Fait que 2002, 2003, pardon. Ça fait longtemps, fait que c'est pas. C'était une émission qui s'appelait Dans les griffes du loup. C'était une émission qui était sur l'histoire et le patrimoine. C'était régulièrement les mercredis soirs en début de soirée. Puis après, on était suivi par le fameux émission. Je pense qu'il existe toujours le Grimoire du métal. Je sais pas si ça existe toujours à CISM, mais ça a été longtemps encore avec. Il y avait la gentille Christine qui animait cette émission-là. On était deux partenaires à cette émission-là. Bon, maintenant, on avait été une équipe de 3-4. Fait que c'était des contes et des légendes, des chroniques historiques, des fois des radioromans historiques. On faisait des personnages historiques. Alors, on a eu bien du plaisir. Je suis bien content de renouer avec CISM. J'ai eu bien du fun. Ah, CISM, moi j'adore ça. Malheureusement, le Grimoire du métal n'existe plus. Christine a passé à d'autres projets. Pour l'instant, c'est moi qui les remplace ça. Ah! Honte à toi! Ah ben, je suis bien content. Je suis bien content pour toi. C'est une bonne case horaire. Une excellente case horaire. Donc, quand on dit interprète en patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, j'ai une formation en histoire. J'ai étudié à l'UQAM. J'ai travaillé dans des musées, puis éventuellement, j'ai commencé à faire des visites guidées aussi de quartiers éventuellement. Et c'est d'expliquer des fois des notions historiques, mais des choses qui sont visuelles, comme du patrimoine bâti, des maisons anciennes. Et souvent, ben il y a une histoire en arrière de ça, le savoir-faire de construire un métier qui n'existe plus, comme ça existe encore, mais la manière de faire ces métiers-là, ça a changé complètement. À ça, c'est surtout des architectes qui construisent des maisons. Autrefois, c'était Joseph, puis le fils de Joseph, c'était l'apprentissage par compagnonnage. Il y avait toutes sortes un bagage de notions historiques quand on voit des bâtiments que des gens comme moi, qu'on a le privilège d'avoir certaines notions, de pouvoir transmettre à des gens. C'est comme pourquoi tel chemin à tel endroit. Je sais moi pis toi, on se connaît un peu du nord de la ville, d'Antique, dans le territoire ancien du Sour-et-Collet, mais moi, je fais des visites un peu partout, puis quand je marchais sur la rue Guilford, dans le plateau, la rue Guilford, elle croche, est en biais diagonale, elle vient droite. Ben, ça a été le raccordement de deux chemins, et il y avait un premier chemin, c'était un chemin pour mener à une carrière, puis éventuellement, l'autre chemin qui est en ligne droite, qui est vraiment bien droit, c'est un chemin qui est vraiment récent, qui a été construit pour le développement immobilier, fait que c'est toute la rue Guilford, aujourd'hui, mais autrefois, c'était des chemins qui appartiennent à deux univers différents qu'un jour on a raccordés ensemble. Fait que, j'interprète des choses que je transmets. C'est comme moi je pourrais dire un interprète qui traduit quelque chose que les gens ont. Moi, j'ai le privilège d'avoir des notions que ça me fait. J'aime ça les transmettre. Puis je le fais aussi avec d'autres choses. J'ai un autre corde à mon violon, à mon arc, c'est d'être conteur de légendes aussi. Alors, souvent, en arrière des contes et des légendes, il y a des notions historiques. Pourquoi, à telle époque, tel conte et légende avait une certaine portée dans la population. D'ailleurs, à CISM, à l'époque, notre émission dans les griffes du loup jouait pas mal dans cette trame-là. Alors, c'est beaucoup de faire de l'enseignement via aussi la culture populaire. J'interviens beaucoup avec le grand public. J'ai tenté peut-être l'intérêt un jour de faire de l'enseignement, mais je suis quelqu'un qui tient pas en place. Alors, la coutume, la routine, ça marche pas avec moi. Fait que j'aime beaucoup l'enseignement, la transmission au grand public dans le milieu muséal. Je fais des ateliers en milieu scolaire, je fais des visites de quartier. Je suis pas mal à la pige, mais je travaille comme là pratiquement tout l'été, pratiquement tous les jours. L'hiver, c'est les vacances. Moi, les visites de quartier, ça me parle beaucoup. Je trouve ça super intéressant parce que j'en parle souvent à l'émission, mais je dis souvent... Il y a peut-être des gens qui vont reconnaître ce que je dis. J'ai eu un cours au cégep qui s'appelait Montréal Underground et méconnu, puis
on avait fait un cours sur l'histoire de Montréal, puis comment c'était bâti à travers les âges, puis on avait fait une couple de trajets à travers Montréal, en partie sur Saint-Laurent, peut-être Saint-Urbain, pour voir un peu comme en passant du sud vers le nord, comment tu vois les différences dans les constructions, puis comment c'est fait, puisque comme tu l'as mentionné, c'est visible. Tu peux le ressentir d'une manière qui est différente à juste, mettons, de l'information d'un livre ou quelque chose comme ça. Ben, chaque quartier, c'est réalité. Puis souvent, il y a des choses qui sautent pas nécessairement aux yeux, mais c'est des choses qu'on remarque. Comme par exemple, moi, je travaille pas beaucoup avec les touristes, mais quand je le fais, il y a les fameux escaliers montréalais que les gens souvent sont un peu étonnés. C'est un des seuls endroits en Amérique, puis même en Occident, où les escaliers dans les logements ouvriers, dans les appartements, dans les blocs des logements de la classe populaire, où l'escalier est dehors. Hein. Souvent, on a l'escalier qui est à l'intérieur. Parce qu'ici, c'est une perte d'espace, l'escalier à l'intérieur. Fait qu'on les a placés à l'extérieur. Et aussi, c'était difficile à chauffer, ces espaces-là. Si ça s'ouvrait, ça se fermait. Alors, et aussi, souvent, quand je marche dans un quartier, je fais attention. Regardez la distance de la porte par rapport au trottoir. Si c'est collé sur le trottoir, c'est probablement dans les premiers logements ouvriers qu'on a à Montréal. Ça, on va voir ça dans les quartiers comme Hochelaga, Maisonneuve, ou dans Saint-Henri. Quand on est proche des premiers noyaux de quartiers ouvriers à Montréal, on va voir des choses comme ça. Puis éventuellement, il va y avoir un souci, les municipalités, puis éventuellement, les municipalités sont absorbées par Montréal, puis il y a souvent une réglementation uniforme qui arrive, c'est que par souci d'un peu d'esthétisme, on va exiger un recul du trottoir pour avoir une petite pelouse. Fait qu'il y a des petites notions comment Montréal est devenu un lieu où il n'y avait pas de plan d'urbanisation, plan de développement, des quartiers où éventuellement il va en avoir. Tu vas dans Maisonneuve, à l'est du boulevard Pineuf, tu as des rues qui sont magnifiques, mais si tu vas à l'ouest de Pineuf, il y a un mélange de grappes industrielles mélangées avec des logements ouvriers qui sont à côté. C'est vraiment comme désordonné, mais c'est le quartier dans Hochelaga Maisonneuve qui est le plus ancien développement ouvrier, tandis qu'à côté, c'est par la suite, ça s'est fait, fait qu'on a comme appris dans notre erreur. Puis il y a vraiment une organisation de l'espace. C'est des choses qui sautent aux yeux, mais des fois, si tu possèdes pas les codes pour le savoir, il y a des gens comme Paul-André Linteau, un historien qui est toujours actif d'ailleurs, qui est vraiment dans les premiers dans les années 70 à écrire sur l'histoire urbaine de Montréal, comment les rues se développent, comment les quartiers se développent, comment la population... on lâche les grands personnages historiques qui sont quand même importants, mais on s'intéresse pas à la population. Souvent, la population... puis Montréal, c'est un phénomène bien particulier. C'est fort intéressant comme sujet. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, on pourrait penser que effectivement Montréal, c'est une série de petits villages puis de petits quartiers indépendants qui ont été raccordés ensemble. Puis on peut voir, admettons, les cicatrices des grandes artères qui relient toutes ces places-là ensemble. Ben c'est sûr. Montréal a déjà eu 41 municipalités sur l'île à une certaine époque. Alors, à l'époque, les premières municipalités, il y en a eu peut-être 7-8 qui étaient construites, une douzaine peut-être, là, qui sont élaborées sur des frontières paroissiales. Les premières municipalités naissent comme ça. Mais éventuellement, à l'intérieur de ces espaces-là, se créent des besoins différents d'un endroit à l'autre. Alors, il y a des secteurs qui vont se séparer, créer leur propre municipalité, puis rapidement, ils ont des existences qui varient entre 10 à 20 ans. En général, il y en a qui durent plus longtemps, d'autres non. Comme la ville de Rosemont, je pense, a existé 5 ans. T'as la ville de Cartierville qui a duré 10 ans. Souvent, ils se donnent des infrastructures, puis ils s'endettent, puis faut qu'ils se fassent annexer à Montréal. Ou sinon, c'est seul Montréal qui a les moyens de payer pour le développement du territoire, installer des égouts, installer des aqueducs, de l'éclairage, d'ouvrir des chemins, des choses comme ça. Alors, souvent, tu as des villages qui naissent, mais éventuellement, ils se font absorber par Montréal. Mais le fait qu'ils naissent aussi va vous permettre de laisser des traces à travers l'histoire quand même, parce que il se développe quand même une particularité à l'intérieur de ces endroits-là.
Tu sais, comme Saint-Michel, c'est on pense, on a un certain âge, là, moi je vais vous faire une confession, j'ai 53 ans. Et bon, je sais que vous allez dire wow, 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 c'est pas si vieux que ça se peut pas, puis tout ça. Mais le quartier Saint-Michel, c'est l'ancienne carrière Miron qui devient un dépôt à ordures. Mais pendant longtemps, ça a été une carrière d'honneur d'ouvrage qui va donner une prospérité à ce quartier-là, mais éventuellement, ça devient une nuisance. Et mais ça va quand même marquer beaucoup l'histoire de ce quartier-là. Les carrières qui apparaissent à l'époque de la ville de Saint-Michel, mais éventuellement, quand c'est absorbé par Montréal, mais les carrières, le dépotoir est toujours en place. C'est un héritage de cette époque-là. Ça se transmet à cette époque-là. Puis c'est une nuisance qu'un jour, on va réussir à transformer aussi en plus-value, parce que Star, c'est un très beau parc, parce que le Saint-Michel, c'est un quartier très défavorisé, puis à l'exception de ce parc-là, il n'y a pas d'espace vert dans ce quartier-là. Fait que la création du parc Frédéric Bach, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel comme tour de force, là. Donc, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'on va justement parler d'un quartier de Montréal qui était au début une petite ville indépendante, assez vieille d'ailleurs, qui s'est éventuellement joint à l'île de Montréal. On parle ici de Sault-Récollet, Huntsic, Cartierville, le nord de l'île. C'est un quartier qui est somme toute relativement moderne, des plex, des bungalows, assez calme aussi, un petit feel banlieue. Tout à fait. Sauf que quand tu te promènes sur Gouin, mais tu commences à remarquer des maisons centenaires, bicentenaires qui ont une fonction particulière, ou du moins qui avaient une fonction particulière dans le temps. Moi, j'ai souvent tendance je dois aussi dire que j'ai fait, il y a pas longtemps aussi, une formation à l'ITHQ pour avoir le permis de guide de ville, parce que pour guider en ville, apparemment, ça prend un permis. Quoique, quand tu fais des visites guidées dans des quartiers excentrés et non le centre-ville puis le Vieux-Montréal, c'est pas vraiment surveillé. Mais néanmoins, il y a quand même une formation qui est donnée à l'ITHQ. Il est fort intéressante d'ailleurs en passant, c'est des gens qui sont intéressés. Il y a des cours d'architecture, d'histoire, d'art public, c'est vraiment complet. Ça a été dur de retourner les bancs d'école, même si c'était un cours de niveau collégial, mais j'ai vraiment apprécié. Mais j'ai été fort étonné, par exemple, et un petit peu déçu que le nord de l'île, ça n'existe pas. C'est au nord du boulevard Saint-Joseph, il n'y a plus rien. Il y a une petite affaire qui s'appelle la Petite Italie, puis après, il n'y a pas grand-chose. Mais l'histoire du nord de l'île, moi, je l'appelle ça l'autre Montréal, on pourrait dire. C'est l'histoire vraiment de noyaux villageois qui naissent le long du boulevard Gouin, qui est la plus longue route de Montréal. Au début, ça commence par les extrémités de l'île, par Rivière-des-Prairies, mais aussi Pointe-aux-Trembles, qui est pas au nord, mais qui est à la pointe de l'île. C'est qu'à l'époque, les réseaux routiers, il n'y en a pas. C'est l'eau. Alors, pour contrôler les va-et-vient des Iroquois à l'époque de la guerre, on se place aux extrémités, on construit des forts. Il y avait un fort à Rivière-des-Prairies, il y avait un fort à Pointe-aux-Trembles, parce qu'à cet endroit-là, il y a 4 rivières. Vous avez le fleuve Saint-Laurent, vous avez la Rivière-des-Prairies, mais aussi vous avez la rivière qui passe au nord de Laval, la rivière des Mille-Îles, puis on voit aussi la rivière de l'Assomption qui va à Repentigny. Fait que c'est vraiment un endroit stratégique. Fait que après le Vieux-Montréal puis le canal de la Chine, où il y a la Chine, les noyaux villageois les plus anciens, c'est là. C'est Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. Puis ensuite, il va y avoir l'ouest, Sainte-Geneviève, en fait, Sainte-Ville. On va construire aussi un fort là, à l'autre extrémité ouest de l'île. Huntsic, Cartierville, il y a un endroit qu'on va appeler le Sault-Récollet. Le nom est arrivé même avant la fondation de Montréal en 1642, juste pour savoir que les gens connaissaient déjà Montréal avant sa fondation. On fréquentait les lieux. Il y avait un père récollet qui était venu en revenant d'un voyage d'évangélisation, parce que on doit se rappeler que la raison première des Français dans la région montréalaise, c'est l'évangélisation. Il y a une ferveur religieuse que nous, aujourd'hui, on connaît pas bien, parce que depuis la Révolution tranquille, la religion est comme partie un peu de notre quotidien. Mais donc, il y avait deux manières d'évangéliser. C'était d'aller rencontrer les Autochtones dans leur village, donc dans leur état naturel, dans leur état sauvage. On disait sauvage à l'époque, c'est pour dire qu'ils vivaient dans les bois. Aujourd'hui, mettons, ça a déconseillé d'utiliser le terme. Puis il y avait l'autre manière aussi, c'était de les faire venir dans une mission d'évangélisation. Ici, dans ce cas-ci, c'était un père récollet qui était parti faire un voyage d'évangélisation. On est en 1625. Quand il revient de son voyage,
il passe dans les rapides de la Rivière-des-Prairies, car il y avait des rapides autrefois, avant qu'il y ait la centrale hydroélectrique. Alors, les rapides, le canot verse dedans, puis le père Récollet se noie, Nicolas Viel, son nom. Et en souvenir de cet événement-là, on va appeler le lieu Sault au Récollet. Sault qui s'appelle S-A-U-L-T. Sault en français de l'époque, ça signifie quelque chose dans une rivière, un saut, c'est-à-dire une chute, un rapide. C'est le rapide où s'est noyé le Récollet. Mais il se noie pas tout seul, il se noie aussi avec un jeune garçon, car les religieux amenaient souvent des jeunes garçons avec eux, pour les laisser dans les villages autochtones, afin qu'ils puissent apprendre la langue, les coutumes. Vous savez, chez les Français, lors de la période de la Nouvelle-France, il y a des bêtises qui vont être faites, mais il y a quand même des choses assez intéressantes qui sont faites. Comme on apprend quand même la diplomatie à la manière des Premières Nations. Quand on les rencontre, puis il y a le parlementé chez eux, chez les Autochtones, dans certaines nations, ben si ça prend 42 jours jaser, ça se peut que les 41 premières journées, c'est juste du fumage de tabac, c'est pas, mais c'est comme ça. Mais les Français, ils l'ont accepté, ça. C'est comme genre, OK, on va aller discuter, faire de la diplomatie, ça va durer un mois, mais si on le fait pas, ça marchera pas. Alors, ils ont fini par comprendre la langue, les coutumes et tout ça. C'est pour ça que les Français vont avoir quand même une large présence sur le continent nord-américain, malgré qu'ils étaient très nombreux, peu nombreux à l'époque de la Nouvelle-France. C'est parce qu'ils ont été capables de faire de la diplomatie avec les Premières Nations. Alors, donc, il y a un jeune homme qui avait appris la langue iroquoienne, puis il est revenu avec le père Récollet. Il avait passé plusieurs mois dans l'Outaouais, puis quand il s'est noyé, ce jeune homme-là, il était bien autochtone. Alors souvent, on a une représentation de lui en autochtone, mais il est pas autochtone. Mais on sait pas son nom, par exemple. Alors, on le surnommait Awessik, qui signifiait petit vif et frétillant. Parce qu'on le trouvait agile comme un poisson, malgré qu'il s'est noyé. Mais ce jeune-là, à force de mal prononcer Awessik, c'est devenu le nom du quartier actuel, à Onsic. Donc, c'est un quartier de petit vif et frétillant. Sur Récollet, ben, éventuellement, ça va devenir un territoire. C'était grand à peu près, imaginez jusqu'à la rue à l'ouest, jusqu'à peu près, c'est la rue qu'on dit Poutrincourt. Si vous connaissez pas, c'est dans le coin de la rue l'Acadie. Et à l'est, jusqu'au nouveau pont de la 25 ces dernières années. Là. Fait que ça comprenait Montréal-Nord, Onsic, qui est l'ancien petit village de Bordeaux. Et ça montait grosso modo au métropolitain, jusqu'à la rue Jarry. C'était des grands territoires. Quand je parlais des territoires paroissiales au début, là, il y avait des grands territoires sur l'île de Montréal. C'en était une. C'était le territoire du Sous-Récollet, dont la base était pas mal au coin de Papineau et Gouin, où vous avez une église qui est là, qui est la plus ancienne église de Montréal. Et les chemins devaient conduire à l'église, puis aux moulins aussi, qui sont à l'île de la Visitation. Et tout ça apparaît dans les années 1720, 30, 40 et 50. Apparaît les moulins, l'église, et c'est là qu'on voit apparaître des chemins d'une certaine époque. C'est ce qu'on appelait le boulevard Gouin, qui date des années 1730. À l'extrémité sud, on retrouvait la rue Jarry, qui date de 1699. Et on va avoir des chemins qu'on va appeler des montées pour se déplacer dans ces chemins-là. Le boulevard Saint-Michel, la rue La Jeunesse, dans le village de Bordeaux, la rue Bois de Boulogne. C'est tous des chemins qui datent du régime français, qui permettaient de se déplacer dans la seigneurie pour se rendre jusqu'au moulin et les serres. Et c'est un milieu qui est resté rural pendant très longtemps, ce qui permet d'avoir conservé à travers les époques un héritage du monde seigneurial. On a encore les ruines des moulins. On a aussi l'église de la Visitation qui est toujours présente. Il y a un endroit où je travaille plusieurs fois par semaine qui s'appelle la Maison du Pressoir. C'est un ancien pressoir à cidre où on pressait des pommes, Maison du Pressoir, qui était opéré par le meunier du village. Alors, il y a tout un univers seigneurial qui est toujours là, qui nous fait penser à la Nouvelle-France, qui nous fait penser au 19e siècle. C'est comme aller faire un petit voyage dans les pays d'en haut, mais sans quitter Montréal. Il y a un patrimoine historique qui est très, très, très intéressant dans ce secteur-là. Mais dans le nord de la ville aussi, vous avez des endroits comme à la pointesse de l'île de Montréal. Vous allez sur Gouin, 69e avenue. Vous aviez l'ancien village de Rivière-des-Prairies, là.
une toute petite église, des petites maisons anciennes. C'est tout petit. Le chemin boulevard Gouin, il est large comme un mouchoir de poche. On se croirait dans un petit village. Ou sinon, vous allez dans l'ouest, à Sainte-Geneviève, vous avez la merveilleuse église de Sainte-Geneviève, qui est magnifique. Et à chaque endroit, quand vous vous placez à ces endroits-là, vous faites un tour sur vous-même. Vous avez un monde paroissial alentour de vous. Vous avez pas loin une école. Vous avez, bien entendu, l'église. Souvent, vous avez une ancienne maison qui était des forges, qui était une ancienne auberge du village. Parce que les auberges, souvent, étaient situées proches des églises. En attendant que le service religieux démarre, souvent, les gens se réfugiaient à l'intérieur de l'auberge s'il pleuvait. Et quand la cloche sonnait, ben, il fallait aller à l'église. Et c'est à ce moment-là que l'aubergiste devait se montrer convaincant pour que les gens puissent sortir de l'église pour aller à l'auberge. Ouais, essentiellement, comme tu as mentionné plus tôt, le nord de la ville, il n'existe pas vraiment dans le patrimoine historique convenu de l'île de Montréal, mais n'importe où il y a des cours d'eau, il va y avoir justement des vieilles constructions puis des villages qui sont construits là. Ben, c'est un fait des cours d'eau à l'origine à Montréal, puis vous savez, au Québec, le régime français, les grandes villes sont créées où? Le long du fleuve. Québec, Trois-Rivières, Montréal. Et c'est parce que les Autochtones, il n'y a pas de réseau routier. Hein. Il n'y a pas de chevaux en Amérique avant l'arrivée des Européens. Ils connaissent pas la roue. Alors quand les Français, les Européens arrivent ici, ben il n'y a pas de réseau routier. Dans les premières années, ils utilisent le même réseau que les Premières Nations. Puis d'ailleurs, en Europe, dans les grandes villes commerciales qui existaient, c'était des villes comme Amsterdam et Venise qui étaient couvertes d'eau. Puis le Québec, c'est une autoroute de lacs et de rivières, un bassin hydrographique qui est sans pareil sur la planète. Alors, c'est donc les premiers villages, on va les retrouver souvent, le patrimoine le plus ancien, on va les retrouver souvent près des cours d'eau. Hein. D'ailleurs, à Montréal, aussi à Laval et à Longueuil, on a des patrimoines historiques très intéressants. Là. À Laval, du côté du boulevard Lévesque, qui est face au boulevard Gouin, c'est quasiment un copie-collé de l'autre côté. Moi, je fais des visites aussi à Laval parfois. C'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent. Là. Puis il y avait souvent des mariages d'ailleurs, des familles, là, chacune des deux rives. Là. Les gens qui habitaient dans le Sault-Récollet, dans le cycle d'aujourd'hui, ben on va retrouver des mariages avec des gens de Laval de l'autre côté. Ils ont plus de choses en commun qu'avec les gens qui habitaient du côté du fleuve. C'était un univers qui était plus uniforme, là, homogène là, de ce côté-là. Hein. Alors le Sault-Récollet, c'est ça, ça. Il y a de la présence, parce que les bords de l'eau, ça permet aussi d'installer des moulins. C'est là que souvent qu'on a beaucoup de vent, ou sinon des courants d'eau puis les moulins en haut. Et à Montréal, ben, c'est une île. Alors, il y a de l'eau partout. Alors, souvent, on va avoir des moulins en haut. Car les moulins en haut, le site des moulins dans le Sault-Récollet, ce qui est particulier, puis ce qui est une honte un peu aussi, c'est dans sa mise à valeur aujourd'hui. C'est un site pas mal... il n'y a pas d'équivalent au Québec. Au moment où c'est érigé, là, en 1720, la technologie d'époque, c'est probablement le seul endroit au Québec où on va harnacher le pouvoir d'une rivière pour faire fonctionner pas un, pas deux, mais 3 moulins, puis éventuellement jusqu'à 5 moulins. Fait qu'on va construire une digue pour harnacher le pouvoir de l'eau avec des entrées d'eau dessus et on va faire fonctionner un complexe de moulins. Pour l'époque, il n'y avait pas d'équivalent. Alors, c'est pour ça qu'on met en valeur le site des moulins aujourd'hui à cet endroit-là. Si vous connaissez pas l'endroit, c'est un beau parc à visiter aussi. C'est un bel écrin de nature juste à 15 minutes du métro Henri-Bourassa. Et c'est un parc nature, mais aussi c'est un site historique, comme je vous dis. On retrouve le site des moulins et on peut voir les entrées d'eau et tout ça. Et c'est quand je décrivais la grandeur du territoire du Sault-Récollet, de Rivière-des-Prairies jusqu'à Bordeaux, puis jusqu'au métropolitain. Tous les gens sur ce territoire-là se rendaient jusqu'au moulin par les chemins pour aller obtenir leur farine, pour obtenir des planches scie. Il y avait des moulins à scie, des moulins à farine. Il y avait aussi un moulin à carder fouler la laine. Si on s'y arrête, c'est moulin à farine pour se nourrir, moulin à scie pour se bâtir, moulin à carder fouler la laine pour se vêtir. C'est un pays où il y a l'hiver, hein. Alors, c'est assez essentiel. Alors, ça va être parmi les moulins les plus importants sur l'île de Montréal, avant qu'arrive la révolution industrielle avec les moulins du canal de la Chine en 1825. Sinon, c'est un des plus gros sites des moulins dans la région. Alors, c'est un site d'une importance assez peu commune. Alors, c'est vraiment indicatif de l'histoire de Montréal,
mais aussi de l'espèce humaine aussi. Hein. Quand je fais mes visites, j'essaie de trouver des dénominateurs communs. Puis Montréal est une ville très multiculturelle. Ben, les civilisations les plus anciennes, ils s'installent à ces cours d'eau. Parce que le pouvoir hydraulique fait fonctionner des moulins. Alors, les moulins, c'est souvent le ciment, le centre d'une communauté. Les gens vivent là. Puis dans les moulins, souvent, ben, tous les gens allaient au moulin pour transformer leur blé en farine. Puis leur blé, ils poussent tous en même temps. Là. Fait qu'il tous les gens arrivaient au moulin en même temps. Alors souvent, il y avait des fils de gens qui attendaient au moulin. Fait il y a des documents, des fois historiques, où on lit il est interdit au moulin de la seigneurie de jouer aux dés, aux cartes, et de boire et tout ça. Moi, quand je dis ça, je le sais que ça veut dire que genre, ben, s'il l'interdit, c'est parce que ça avait lieu. Les gens en attendaient, ils jouaient aux cartes, ils jouaient aux dés, ils buvaient, puis souvent, il y avait ça se bagarrait, puis tout ça. T'sais. Puis il y avait même des chansons, il y a des chansons dans notre culture populaire, où des belles chansons de Meunier qui sont rythmées, mais si on porte attention, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans le moulin, parce qu'autrefois, c'était interdit à une femme de rentrer dans un moulin. Il y avait vraiment des règlements. Alors, par exemple, parce que le meunier avait quand même une réputation. Alors, il fallait qu'il y ait une différence d'âge assez exceptionnelle pour qu'une femme puisse rentrer dans un moulin, pour que le meunier, sa réputation soit sans doute, sans soupçon. Hein? Mais il y a beaucoup de chansons de meunier où, genre, la jeune fille, elle rentre au moulin, puis le meunier lui répond, « Ton grain, il est pas encore sec. Il est pas encore prêt. T'es trop jeune. » T'sais. Il y a beaucoup de sous-entendus dans ces questions-là. Puis à la fin de la chanson, la petite fille a dit « Mon sac est plein. » Mais elle est enceinte. On parle de farine, de grains, mais là, elle dit son sac est plein. Puis là, le meunier dit c'est pas grave, tu diras à tes parents que c'est du sarrasin. T'sais. Le sarrasin, c'était de la farine de mauvaise qualité. Alors, c'est comme l'enfant de mauvaise qualité, c'est l'enfant un peu hors mariage, l'enfant bâtard. Alors, il y a un univers, comme je vous dis, quand on fait de l'interprétation du patrimoine, ces sites-là, c'est riche d'informations. Alors, si on écoute, le patrimoine nous parle. Mais c'est intéressant parce que le site des moulins au Sault-Récollet, c'est un site qui a été mis en valeur au début des années 2000, à peu près. Environ, 98. 98. Et le projet est comme un peu tombé à l'eau, puis le site, depuis ce temps-là, il tombe de plus en plus en ruine. Ouais. C'est que c'est un phénomène intéressant. C'est que dans les années 1970, le nord de l'île, c'est vraiment le développement des banlieues. C'est l'arrivée des autoroutes. C'est la période dans l'histoire du Québec où les villes se définissent par l'automobile. Si on le fait pas, en Amérique du Nord, tout le monde le fait, on va se faire dépasser. Fait qu'on le fait. À l'époque, on pensait que c'était comme ça. Bon, on va pas juger les gens, mais bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. Peut-être la meilleure recette, mais on le faisait. Fait que c'est l'apparition de beaucoup de ponts sur la rivière des Prairies. Le pont Papineau, le pont de la 13. Il y a beaucoup d'anciens territoires qui étaient encore relativement intacts. Il commence à avoir des pressions immobilières. C'est à ce moment-là que la ville de Montréal, avec l'ancienne communauté urbaine de Montréal, va racheter certains endroits et créer un réseau de parcs qui est essentiellement le long de la rivière des Prairies, le réseau des parcs nature. Et le réseau des parcs nature va gérer des endroits où il y a un patrimoine naturel et aussi un patrimoine historique. Hein. Alors, on va exproprier les moulins en 1900, à la fin des années 80, ou peut-être dans le milieu des années 80, quelque chose comme ça. Puis on va procéder à la démolition des moulins à la fin des années 90. On garde certaines structures qui rappellent par les différentes technologies, différentes époques de l'histoire du Québec. Et les parcs nature avaient confié la gestion de ce site-là à un organisme qui a fait faillite, qui a pris tout le monde par surprise. C'est un organisme qui se nommait Cité Historia, que d'ailleurs, c'est là que j'avais travaillé pour connaître le site. C'est comme ça que j'étais rentré sur le site en l'année 2000. Et on avait... Fait que les parcs nature, cette division-là de la ville, avait comme renoncé à cette compétence-là. Il y a quelqu'un qui le fait. Il y a cet organisme-là qui le fait. Alors, pour la mise en valeur. Alors, quand l'organisme est disparu, ben, il y a comme plus personne pour combler cette compétence-là. Alors, pour la mise en valeur. Et depuis ce temps-là, il y a un peu un laisser-aller.
il reste un bâtiment sur le site des moulins qui a une partie d'un ancien moulin à farine qui était là. C'est le plus vieil édifice de l'arrondissement qui date de 1727. Et depuis ce temps-là, ben, il y a un restaurant d'ouvert pour quand même accueillir le public, mais il n'y a plus d'exposition pour expliquer l'importance de ces moulins-là. Alors, c'est un peu regrettable. Puis en plus, ben, il y a aussi certaines structures sur le site qui chambranlent, qui sont en mauvais état. C'est quand même un aménagement qui quand même, l'idée était pas mauvaise, parce que les moulins, à une certaine époque, maintenant, éventuellement, c'est la révolution industrielle. Les anciennes roues à aube des moulins vont disparaître, c'est des turbines qui arrivent, et ça devient des manufactures. Les moulins, ils sont plus là, c'est des manufactures. Comme on dit en bon français, c'est des shops. C'est devenu une usine de carton, et ça a fonctionné dans les années 1960. Et à partir de, quand ça devient des usines, ça devient le plus grand employeur du Sur-Écollet. Pensez toujours à la grandeur du territoire qu'on a décrit tout à l'heure. C'était l'endroit où les gens survivaient grâce au moulin à farine, à scie et à laine. Plus tard, mais ça devient le plus grand donneur d'emploi de la région. C'était un site qui a été pas mal le cœur de la région pendant pratiquement 275 ans et peut-être même un petit peu plus, pratiquement sur 3 siècles. Alors, il y a une mise en valeur vraiment importante, puis aussi par l'accomplissement aussi technologique, comme je décrivais tout à l'heure. Alors, il y a vraiment une mise en valeur où, en ce moment, il n'y a plus personne qui est là pour le faire. La ville fait affaire avec la Société d'histoire locale, mais la faillite de l'organisme a vraiment surpris tout le monde. Alors, on se retrouve un peu avec les culottes baissées, là, malheureusement. C'est un site vraiment particulier qui mérite une meilleure mise en valeur. J'aimerais parler d'un pan de l'histoire qui est peu évoqué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. J'en ai parlé déjà une couple de fois à l'émission. Je pense que c'est toi qui m'en avais parlé. Sauteré-Collet, au début, c'est fermier, c'est de la campagne. Il y a des fermes, il y a des terres agricoles. C'est qui a défriché ces terres-là? Oh boy! La première construction qu'il y a eu dans ce secteur-là, c'était pas des colons français. C'était des Autochtones. Puis d'ailleurs, au début, on pensait que c'était des Iroquois qui étaient venus dans une mission d'évangélisation pour devenir des bons catholiques. C'est arrivé en 1696, la mission d'évangélisation. C'était un phare qui était situé pas loin du pied du pont Papineau, là, un petit peu à l'ouest de tout ça. Là. Il y a une rue qui s'appelle d'ailleurs Fort-Lorette. La mission de conversion s'appelait Fort-Lorette d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des fouilles archéologiques à cet endroit-là. Il y en a déjà eu, mais il y en a d'autres qui s'en viennent éventuellement. Tout ça, la mission d'évangélisation, elle avait existé ailleurs à l'origine, sur les flancs du Mont-Royal. Vous avez le collège de Montréal, là. Quand vous êtes sur Sherbrooke, vous avez un muret de pierre, puis Sherbrooke, la rue du Fort, là, vous avez un mur de pierre, puis vous avez 2 tourelles en pierre qui sont là. Les 2 tourelles en pierre, c'est les vestiges de l'ancienne mission de conversion qui était sur la montagne. Le phénomène qui s'est passé sur la montagne va se passer au Sur-Écollet. Ce qui est arrivé, c'est que les Autochtones, pour devenir des catholiques, ben, faut qu'ils cessent de partir à la chasse, faut qu'ils cessent de partir leur mode de vie nomade, faut qu'ils cessent. Faut qu'ils se sédentarisent, donc faut qu'ils deviennent des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils vont désempierrer, dessoucher le sol. Mais le sol, on leur donne pas. On va leur prêter. On veut pas que les Autochtones se mettent à faire du commerce, d'échanger les terres et tout ça. Alors, les Français, comme je vous dis, ont fait des bons coups pour la diplomatie, mais là, non, on va quand même pas permettre aux Autochtones de faire du commerce avec des terres. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que les terres prennent de la valeur éventuellement quand le gros travail est fait, puis aussi quand les gens, les Blancs, les Français s'établissent alentour de la mission.
quand la colonisation s'agrandit, mais éventuellement, c'est des terres qui prennent de la valeur. Hein. La pression immobilière, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, éventuellement, on va trouver un prétexte pour les faire partir. Puis on va évoquer l'alcool, parce que l'alcool, c'était une nouveauté chez les Premières Nations, car ils ne connaissaient pas ça. Alors, puis eux, dans leur pratique religieuse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la recherche de la transe, d'un effet. Ils l'obtenaient, eux, auparavant, par la sudation, les cabanes à suer, là, ce qu'on appelle une surie, ou sinon par le jeûne. On jeûnait pendant 5, 6, 7 jours, puis on commençait à avoir un état second, et c'est là on pouvait avoir une expérience qu'on pourrait dire spirituelle. Éventuellement, on va se rendre compte que l'alcool donne cet effet-là chez eux. Alors eux, les Français vont s'étonner quand ils faisaient de la diplomatie, ils se faisaient des cadeaux. Puis quand ils donnaient du vin, ben ils remarquent que les Autochtones, eux, ils boivent pas, ils calent. Puis c'est arrivé quelquefois que les Autochtones vont boire dans des procédés, dans des cérémonies spirituelles. Et il n'y a pas assez d'alcool pour tout le monde dans la famille. Fait que on va désigner des buveurs. Comme ça, il y a certaines personnes qui vont avoir une transe, d'autres pas. Fait comme ça. Fait que, on avait des buveurs désignés. Et aujourd'hui, c'est des chauffeurs désignés, là, mais bon. Alors, mais oui, il arrivait parfois, quelqu'un qui était ivre, puis il y avait une bêtise. Puis en 1694, sur la mission de la montagne, il y a un autochtone qui va avoir mis le feu à une grange. Alors, ça y est, on a notre raison. On peut les envoyer loin. On va les envoyer au nord, sur le bord de la rivière des Prairies, dans le secteur qu'on appelle le Sur-Écollet, mais qui n'est pas encore habité. Alors, on va construire un fort, on va déménager les Autochtones là, seront présents pendant 25 ans. Et après une vingtaine d'années, il arrive la même chose. Ils ont désempierré, dessouché le sol, puis éventuellement, les terres prennent la valeur parce qu'il y a des colons français qui s'établissent éventuellement dans le secteur. Et on va évoquer l'alcool et on va les faire partir. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand ils sont partis, on vient d'hériter de terres qui ont été désempierrées et dessouchées entre Saint-Hubert et Papineau, et environ de la rue Fleury jusqu'à la rivière des Prairies. Quand même un bon lopin de terre. Et qu'est-ce qui manque pour mettre en valeur des terres à blé, où on va faire pousser du blé pour faire de la farine? Ben, ça prend des moulins. Puis c'est l'arrivée du site des moulins tout de suite après le départ de la mission. Drôle d'hasard, juste comme ça. Hein. Et c'est là que va prendre forme. C'est vraiment la mission du Fort-Lorette, la mission d'évangélisation. C'est vraiment, on va dire, la genèse un peu du village du Sur-Écollet qui va naître. Et quand le village naît, le premier lieu de culte, le premier lieu où on fait le service religieux, c'est la chapelle qu'il y avait dans le Fort-Lorette, le lieu où on célébrait la messe. Puis éventuellement, elle devient trop petite, on va la raser. Puis on va construire l'église de la Visitation qui existe en ce moment, qui est la plus ancienne église de Montréal, qui est bâtie en 1752. Et puis la présence autochtone va être rapidement oubliée. On en parle dans les livres d'une manière très anecdotique. D'ailleurs, si vous connaissez le coin un peu, il y a au coin de Papineau et Henri Bourassa, vous avez un collège qu'on appelle le collège Mont-Saint-Louis. Et tout à côté du collège, il y a un cimetière. Et si vous passez dans ce coin-là, vous allez remarquer qu'il y a un chemin entre les deux qui relie Henri Bourassa pratiquement à la rue Fleury. Là. Il y a un petit truc qui s'appelle Camille Paquet avant, là, mais bon, disons la rue Fleury, ça va être plus simple. Et ce chemin-là, on l'a appelé longtemps le chemin des sauvages. On a répandu l'idée que c'était un chemin que les Autochtones empruntaient pour partir de la mission, pour aller jusqu'en ville, pour aller s'enivrer. Alors que dans les documents de la ville, les premières mentions de ce segment de chemin-là, c'est en 1872. Alors, c'est pas vraiment le chemin des sauvages. Quoiqu'on il a donné un nom aujourd'hui officiel, on l'a appelé le chemin des messagers, pour faire hommage au chemin que les Autochtones prenaient du secteur pour aller en ville, sans mentionner que c'était ce chemin-là, parce qu'on probablement pas le cas. Mais néanmoins, il y a eu une présence autochtone. Et dans les derniers temps, le terrain où était la mission autochtone, il y a eu une tentative. Le terrain appartenait à la communauté des Sœurs de Miséricorde. Le terrain a été vendu à un développeur immobilier qui voulait faire une tour d'habitation, comme chez nos voisins, nos chers amis Lavallois. Alors, il y a eu une levée de bouclier. C'est un des derniers gestes que M. Coderre a fait à titre de maire.
Il a fait ce qu'on appelle une réserve foncière. Le terrain a été gelé, c'est-à-dire le terrain appartient toujours à celui qui l'a acheté. Il l'avait acheté de bonne foi. Et quand il l'avait acheté, la ville a dit on va le geler, tu peux plus rien bâtir dessus. Nous, on procède à des fouilles archéologiques. Et si on trouve des choses significatives, on va procéder à l'expropriation. Ou sinon, ben, si on trouve rien, ben, on le redonne, puis il va pouvoir construire. Mais on a trouvé des choses significatives. Alors, le parc a été racheté, l'espace plutôt, qui va devenir un parc. Et mais avant que ce soit un parc, il y a d'autres fouilles archéologiques à venir. Puis on a trouvé des informations qu'on savait pas aussi, grâce à l'archéologue qui est en charge, Madame Brien, Marie-Claude Brien. D'ailleurs, on va la recevoir cet été à la Maison du Pressoir. Elle va venir faire une présentation sur les découvertes qu'on a faites lors des fouilles. Ça va être au mois d'août, là. Mais à la fin de notre entretien, on pourra parler de qu'est-ce qu'on fait comme activité. On a découvert que souvent, quand on regarde des fouilles archéologiques, on dit, ben, c'est de la poterie cassée, c'est de la vaisselle. Souvent, c'est pas la vaisselle en tant que telle, c'est sa décoration qui est intéressante. Comment elle est décorée. J'ai mentionné que c'était des Iroquois, mais quand on a découvert la décoration, on a remarqué que c'est plus un style plus Huron, ou iroquoien. Pas iroquoien, algonquien. Parce que quand les deux se faisaient la guerre, il y avait une pratique de faire de capturer des gens, en faire des esclaves et parfois même faire de l'adoption. Alors, mettons, si notre frère était mort à la guerre, on va capturer quelqu'un, on va le garder, puis finalement, ben, on va essayer de l'adopter dans notre famille. Il va remplacer quelqu'un. Et parfois, dans ces adoptions-là, il y avait des greffes qui marchaient pas. Et il y en a qui se sauvaient, alors ou qui se réfugiaient. C'était souvent dans les missions de conversion autochtones, comme sur le Mont-Royal et comme au Saut-Récollet, puis ailleurs aussi. Puis ce qui change un peu, parce que souvent quand on lit les vieux textes qui datent sont à peu près centenaires, ben souvent on parle de la ferveur religieuse de ces autochtones-là qui ont accepté la foi catholique. Maintenant on se rend compte que ben non, ils sauvaient, ils sauvaient du village qui avait été adopté de force. Hein. Alors il y a beaucoup de choses qu'on a découvert. Puis il y en a d'autres à venir aussi. C'est riche, c'est riche. Bon, on a une preuve matérielle et tangible de cette histoire-là qui est justement comme peu évoquée. Ouais. Puis ce qui était intéressant aussi lors des fouilles archéologiques, il y en avait déjà eu d'autres par le passé aussi. Pas pour le Fort Lorette, c'est vraiment à quelques mètres de l'église. Et lors de travaux, sur un secteur comme ça qui est patrimonial, quand il y a des travaux, on doit faire des fouilles archéologiques. Et il y a des fouilles qui ont été faites, je pense, dans les années 90. J'ai peur de me tromper, mais bon, il y a une 20, 30, 40 ans peut-être. Bon. Alors, on a trouvé des pointes de flèches qui sont datées à 4, 5 000 ans. Donc, le lieu où le Fort Lorette était installé, sur la rivière des Prairies, c'est comme dans une petite baie. Il y a une petite encaveur qui rentre à l'intérieur. C'est concave et probablement que la mission était installée là parce que c'était un lieu qui était connu par les Autochtones. Ils habitaient pas là, mais c'était un lieu de passage, c'était un lieu de portage, un lieu de transbordement. Alors, il y en avait aussi du côté Lavallois aussi, là, à Saint-Vincent-de-Paul. Il y a certains endroits où on a trouvé des choses, mais pas des lieux où il y avait des villages. Souvent, on peut découvrir ça en notant l'absence de dépotoir. Quand on voit pas qu'il y a de gros dépotoirs, ça veut dire, ah, ils n'ont pas habité ici, ils ont été de passage. Si on voit qu'il y a un gros dépotoir, on trouve il y a des endroits, il y a plein de choses qui sont brisées, ben, on se dit, bon, probablement qu'ils ont été ici pendant plusieurs temps. Là. Les villages sédentaires, là, surtout chez les Iroquois, les villages, ça a des durées de vie de près de 10 à 20 ans. Quand le sol est épuisé, il bouge. La Maison du Pressoir, un site où est-ce que tu travailles depuis plusieurs années, c'est quand même un site qui est intéressant si tu veux apprendre un peu sur la vie que les colons menaient au début de la colonisation. C'est un site qui est très intéressant. C'est un musée de quartier. Moi, je travaille dans beaucoup de quartiers, mais je suis très impliqué dans le nord de la ville, aussi, donc dans Antique. Chaque quartier a son histoire, puis ce qui est fantastique avec la Maison du Pressoir, qui n'existe pas dans d'autres quartiers. Dans plusieurs quartiers, vous avez probablement ce qu'on appelle une société d'histoire. Si vous êtes dans Rosemont, dans le Plateau ou à Pointe-aux-Trembles, il y a souvent dans votre quartier un organisme qui a une société d'histoire. Mais souvent, ils n'ont pas un local pour accueillir les gens, comme un petit musée, pour expliquer. Mais dans Antique, ça existe.
Alors, on peut recevoir les gens et leur raconter l'histoire du quartier. La Maison du Pressoir, c'est tout près du site des Moulins. C'est dans le splendide parc nature de l'île de la Visitation. C'est un bâtiment qui date de 1806, qui avait été conçu par le meunier du village, un dénommé Didier Joubert. Et c'était pour construire, c'était pour presser des pommes, pressoir, presser les pommes pour la fabrication du cidre. Parce que les gens, autrefois, au 19e siècle, la ville n'est pas encore très urbanisée, mais elle commence à se peupler de plus en plus. Et le long des cours d'eau, souvent, les cours d'eau sont contaminés, l'eau est pas consommable. Alors, les gens ont tendance à boire des alcools durant la journée. C'est une fabrication artisanale. On parle pas d'alcool pour s'enivrer, là, ça. C'est du 2%, c'est du 3%, gros maximum 4%. Je sais pas si vous avez déjà pris un coup avec du rince-bouche, mais c'est pas, ça prend du temps à avoir de l'effet, hein. Mais c'était quelque chose, donc, un breuvage qu'on buvait au quotidien, même que les enfants pouvaient en boire. Et quand on visite ce musée-là, ce qui est particulier, c'est que la maison du pressoir a été un pressoir à pommes seulement pendant 15 ans. Parce que le meunier, un jour, va décéder. Et sa succession va vendre l'édifice et ça va être grandement modifié. Ça va devenir une habitation. Fait que ça a été une maison aussi traditionnelle. Donc, on peut raconter l'histoire de l'habitation, de la vie dans les maisons traditionnelles à travers le temps. Donc, comme par exemple, souvent dans les maisons, on retrouvait 2 cheminées dans les maisons traditionnelles. Un feu pour les travaux domestiques, un feu pour les travaux des champs, et les toitures à l'époque, ils étaient à 2 pentes. On avait rarement des toits plats. Alors, l'arrivée aussi des greniers, où quand on va commencer à améliorer le chauffage, car dans la maison du pressoir, c'était un bâtiment qui avait un toit à 4 pentes, qui est passé à un bâtiment à 2 pentes. Fait qu'on, on aborde des sujets de la vie quotidienne, mais c'est souvent intéressant parce que c'est comment je peux dire, c'est des références qu'on a aujourd'hui. On se nourrit, on se loge, ça répond à nos besoins, on fait des activités pour y arriver. Ben les gens aussi autrefois. Et ce bâtiment-là, également, quand on le visite, c'est un des rares lieux en Amérique où on peut découvrir un vestige de pressoir. Ça, c'est assez particulier, là. Je pense qu'il y en existe en Europe, là, j'en ai vu. Puis des fois, je vais consulter des choses, voir qu'est-ce qu'ils font. En même temps, j'ai jamais vu de choses semblables aux États-Unis ou dans l'Amérique latine. Peut-être que c'est le cas, mais c'est assez rare, c'est assez particulier. Et la maison aussi, c'est un bâtiment qui a un musée dedans. Et quand je parlais de pression de développement immobilier, de pression d'intérêt foncier, quand on va créer les parcs nature, la maison du pressoir, c'est la même chose. En 1975, la maison qui était rendue une habitation est rendue abandonnée. C'est vraiment intéressant, c'est de l'histoire moderne, c'est que le bâtiment, c'est le mouvement citoyen qui va exiger que le bâtiment soit sauvegardé. C'est le mouvement citoyen qui va demander que le parc aussi soit créé. Il y avait des gens dans le quartier qui venaient au printemps nettoyer le parc parce qu'il y avait des dépotoirs dedans. Il y a des gens qui venaient acheter des choses dedans. Alors, les gens qui le fréquentaient, c'était un terrain vague que les gens fréquentaient. Puis éventuellement, ils vont vouloir que ce soit un vrai parc. Alors, qu'il y ait des poubelles, que ça soit sécuritaire, comme dans les endroits où il n'y a pas trop d'encadrement. Des fois, le soir, il y a des choses louches qui se passent. Alors, moi, qui ai rencontré beaucoup de gens aînés qui ont déjà été jeunes, ils m'ont raconté leur jeunesse, de leur premier joint, de leur première blonde, de leur première toutes sortes d'aventures dans le parc. Alors, j'ai entendu toutes sortes d'histoires qui étaient, mettons, on raconte pas ça à des enfants. À quelle heure l'émission elle passe déjà la vôtre? Les enfants sont couchés. Bon. Mais c'est ça. Mais non. Mais bon. Mais c'est la pression citoyenne, c'est le mouvement citoyen. Tout ça apparaît suite à la construction du pont Papineau. Quand on construit le pont Papineau en 1970, on doit démolir des maisons anciennes sur le boulevard Gouin pour faire passer le pont. D'ailleurs, si vous allez marcher sur le boulevard Gouin à plusieurs endroits, pas juste dans Annecy, dans le secteur du Sous-Récollet, là, on se croirait dans un petit village. On voit des maisons à 2 pentes, des maisons de ferme. Il y a quelque chose qui est vraiment particulier à ce secteur-là, qui n'existe plus ailleurs à Montréal. Certains endroits, là, aux extrémités. Mais
Huntsic, c'est quand même un quartier quand même assez bien urbanisé, puis que c'est toujours présent. Alors, c'est particulier. Alors, la Maison du Pressoir, c'est un peu une réaction de la population locale pour protéger le patrimoine historique, pour protéger le patrimoine naturel. Alors, la Maison du Pressoir, c'est un peu le résultat de ce combat citoyen-là. Puis il y a une exposition sur l'histoire de la région. Comme je disais tantôt, souvent les gens connaissent très mal l'histoire du nord de la ville. Mais il n'y a pas de mal à ça. On connaît peut-être l'histoire de Jean de Mance puis de Maisonneuve, ce qui est normal. Mais de savoir que la rivière des Prairies se nomme des Prairies en l'honneur d'un homme et non en raison parce qu'il y avait des prairies. Celle-là, je l'entends tout le temps, mais c'est pas la vraie raison. C'était un homme, François Desprairies, qui était venu de Québec avec Champlain. Quand il est arrivé à la pointe de l'île de Montréal, Champlain est parti du côté du fleuve Saint-Laurent. Et M. Desprairies, ben lui, il est parti sur une rivière que personne ne connaissait. C'est le premier Français qui va en faire mention. C'est pour ça qu'on va l'appeler la rivière des Prairies. Rivière des Prairies qu'on appelait aussi en iroquoien la rivière Scawanoti, qui signifiait la rivière en arrière de l'île, mais avec une bémol parce que chez les Autochtones, c'est pas un peuple d'écrit, c'est un peuple d'oralité. Fait qu'il n'y a pas de commission de toponymie. C'était des expressions de description de la rivière au moment où les Français étaient dans le coin. Peut-être que d'autres nations l'appelaient. Il y a un autre nom qui était connu aussi. Je pense que c'était Kitchissippi, qui signifiait la grande rivière. Alors d'ailleurs, les rivières, souvent, ils finissent souvent en hippie, comme Mississippi, Kitchissippi aussi. Souvent, c'est des langues qui proviennent de l'iroquoien. Alors, c'est vraiment, il y a un patrimoine qui est propre à la région. Puis la centrale hydroélectrique aussi, les gens la connaissent tous, mais il y a des gens qui ignorent que avant sa construction, la rivière des Prairies, le niveau de la rivière était beaucoup plus bas. 24 pieds plus bas, 8 mètres, pour ceux qui sont pas familiers avec le système impérial. Alors, il y a beaucoup de rapides qui sont disparus, là. C'est quelque chose de méconnaissable. Puis c'est aussi l'histoire de l'électricité au Québec, parce que quand la centrale elle est construite, premièrement, c'est pas Hydro-Québec, c'est des compagnies privées. C'était la Montreal Water and Power, il y a la Montreal Light Heat and Power, mais c'était pas la même. Il y a beaucoup de compagnies, là, il y a beaucoup de... Et c'était des gens un peu louches en électricité. C'est près les mêmes gens qui seraient dans le pétrole aujourd'hui, là, quand vous maudissez, quand vous remplissez votre voiture d'essence. Parce que les gens qui produisaient de l'électricité, ils se créaient des compagnies aussi de distribution d'électricité. Ils faisaient des compagnies de tramway, aussi des parcs d'amusement. C'était toutes les mêmes personnes, ça. Alors, d'ailleurs, quand la semaine, les gens prenaient le tramway pour aller au travail, les gens étaient bien contents, mais là, faut trouver une raison pour les faire sortir la fin de semaine. On va créer les parcs d'amusement pour les faire sortir. Alors, les gens, peut-être, ceux qui connaissent la ronde, il y a peut-être, si vous avez moins de 40 ans, vous avez pas entendu parler, mais il y avait à Cartierville, sur le bord de la rivière des Prairies, ce qu'on appelait le parc Belmont, qui était un parc d'amusement qui recevait entre 500 et 800 000 visiteurs. Trouvez-moi quelque chose qui attire autant de gens en été, là, pas toute l'année, là, au parc d'amusement, dans un parc d'amusement le long de la rivière des Prairies. C'était un site qui était assez iconique, mais tout ça, c'est une période où l'électricité va changer la vie dans les villes. Là, c'est l'arrivée du tramway aussi. Mais la centrale hydroélectrique va changer beaucoup, donc la configuration de la rivière. Beaucoup de petites îles sont disparues quand le niveau de la rivière a monté. L'île de la Visitation, le tiers de l'île est disparu et a été englouti. Puis il y a aussi une chose intéressante, c'est que le long de la rivière, des deux rives, du côté de Lavallois aussi, les anciennes municipalités. On se rappelle que Laval aussi a eu une fusion. Il y a déjà eu plusieurs municipalités à Laval également. La plupart des municipalités, toutes les municipalités le long de la rivière des Prairies avaient refusé. Ils s'étaient opposés à la construction de la centrale. Éventuellement, à force de négocier, puis de s'entendre, on pourrait dire, sur des bonnes compensations, on va réussir à construire la centrale hydroélectrique entre 1928 et 1930. Puis là, elle est visitable, si vous passez du côté de Lavallois, vous pouvez aller la visiter, c'est vraiment intéressant. Et peut-être des dernières années aussi d'activité, cette centrale-là, qui a 8 turbines et qui en a sûrement une qui fonctionne. Alors, si elle fonctionne plus, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est une question importante. Donc, on approche à la fin de l'émission. Stéphane, s'il y a des choses que tu veux mentionner, les événements qui vont se passer durant l'été ou des choses intéressantes qu'il y a à voir dans le quartier. Écoute, Gabriel, il
il y a plusieurs choses que je vous invite. Premièrement, découvrir le nord de l'île aussi. Hein. Écoutez pas juste TVA. Montréal-Nord, c'est pas dangereux. D'ailleurs, le 28 et le 29 mai, par exemple, le 28 mai, je fais une visite de la rue Charleroi, qui est un peu la rue fleurie de Montréal-Nord. Je vais faire une visite gourmande et historique de l'histoire de la rue Charleroi. Puis le 29, je fais une visite, c'est payant par exemple, mais bon, je vous l'offre quand même. Hein. Je fais une visite du boulevard Gouin dans Montréal-Nord. Mais durant tout l'été, je suis dans le nord de la ville, puis ailleurs également. Là. Et comme je te le disais tantôt, je travaille à la maison du pressoir, puis il y a d'autres collègues à moi qui travaillent là. Mon collègue Sylvain et mon autre collègue Danilo, qui sont des férus d'histoire qui, si vous allez au Château Ramsay, des fois, vous pouvez les voir aussi là-bas. Ils connaissent bien l'histoire de l'île, du nord de l'île. À la maison du pressoir, on va avoir plusieurs activités. Comme au mois de juin, le 18 juin, on va avoir une historienne boulangère qui va venir faire une présentation. Les gens vont pouvoir pétrir le pain et faire une dégustation de pain. Malheureusement, on n'a pas de four. On aurait aimé ça pour faire cuire du pain et avoir la belle odeur, mais un jour, on va l'avoir, je pense, certain. Au mois d'août, on va avoir une conférencière qui va venir nous parler de l'état des recherches lors des fouilles archéologiques du Fort Lorette. Et le lendemain, il va y avoir l'archéologue Martin Loumigny, qui est aussi autochtone, qui va venir parler de l'histoire des Premières Nations au Québec, surtout dans la vallée du Saint-Laurent, surtout ceux qui étaient sédentaires, là, dans la région proche de Montréal. Alors, c'est toute une programmation. Puis la maison du pressoir, si vous notez pas tout ça, ben on a une page Facebook, tout simplement. Vous pouvez aller sur la page Facebook du pressoir du Saut-Récollet et vous allez trouver plein d'activités. D'ailleurs, on va faire aussi cet été des visites à pied du parc nature de l'île de la Visitation. Et ça va se terminer à la maison du pressoir. C'est au mois de fin août, mois de juillet, fin juillet et fin août. Fin juin, fin juillet, fin août. Ça se termine par une dégustation de produits de la pomme à la maison du pressoir. On parle de cidre, de tarte aux pommes, de crément de pomme et d'autres produits de la pomme, dépendamment de nos commanditaires. D'ailleurs, on a un très généreux commanditaire sur Henri Bourassa, le Provigo de Guillaume Vaillant-Chartrand. On le remercie d'avance. Et aussi, on va avoir toute une panoplie d'activités comme des visites guidées sur Boulevard Gouin. Et ou sinon, vous pouvez tout simplement aller visiter mon site web à moi, c'est stéphanetessier.ca. stéphanetessier.ca. Alors, toutes les informations de la maison du pressoir, mais aussi de mes visites guidées à moi que je fais dans le nord de la ville, mais aussi dans d'autres quartiers montréalais. Là, bientôt, j'ai ma visite de Pointe-aux-Trembles qui s'en vient bientôt. Et j'ai une visite aussi de l'après-midi de la même journée de Rivière-des-Prairies, complètement au bout de l'île. Et s'il y a des visites qui vous intéressent, choisissez celle qui vous intéresse le plus et risquez celle qui vous intéresse le moins, parce que je risque de vous surprendre. Il y a des coins à Montréal qui sont vraiment intéressants, qu'il faut découvrir, parce que des fois, faut risquer. Des fois, aller voir des choses qui sortir de sa zone de confort. Mais commencez par la maison du pressoir, puis c'est un beau lieu. Puis si vous êtes amateur de vélo, la piste cyclable du boulevard Gouin, elle est merveilleuse. C'est de la nature partout. Et si vous arrêtez dans Cartierville en vélo, vous avez une bonne raison d'arrêter là. Vous avez la meilleure poutine à Montréal. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, vous allez brûler en enfer, là. Mais ça s'appelle chez Polo puis Suzanne. Il y a plein d'intérêts dans ce secteur-là. Vous allez à Montréal-Nord, là, continuez. Je sors d'un petit quartier-ville, là, mais moi, je vends le nord de Montréal. Il y a un endroit qui s'appelle le Parc Émile-Léonard dans Montréal-Nord. Vous avez un endroit qu'on appelle la route de Champlain. C'est des locations de canaux. On se réapproprie la rivière depuis plusieurs années, hein, parce que la qualité de l'eau est rendue baignable maintenant. Quand il y a des pluies diluviennes, malheureusement, les égouts fluviales s'en vont dans la rivière. Fait que pendant 4 jours, c'est pas recommandé. Mais pour faire du canot, il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, dans l'Antique-Cartierville, vous avez un groupe qui s'appelle GAP, qui est un acronyme pour dire Groupe d'éducateurs en environnement. Je vous mélange, là, Groupe uni d'éducateurs professionnels en environnement. Voilà. Alors, ils gèrent plusieurs sites nautiques au parc de Beau-Séjour, sur le site du collège Sophie Barra. Vous pouvez venir faire du kayak, du canot sur l'île de Montréal. Là, hein? Puis vraiment dans la nature. C'est bien le canal de la Chine, je l'avoue, mais là, vous allez être vraiment dans la tranquillité. Ça va être magnifique.
Mais bon, c'est comme si les gens visitent ta page Facebook, probablement les gens vont pouvoir trouver les références là. Juste pour dire, pour l'avoir fait, être parti de probablement Pierrefonds, là, j'ai fait jusqu'au au barrage hydroélectrique en kayak. C'est sur la rivière des Prairies. C'est quand même assez c'est plaisant. Puis on s'attend pas à voir le nord de l'île comme ça, de ce point de vue-là, un point de vue qu'on voit jamais. Puis il y a des moments que c'est presque sauvage, tu sais, il y a des parcs, fait qu'il y a beaucoup de bois puis de place. Dans le secteur du pont de la 13, là, dans le bout qu'on appelle Saraguet, et dans le secteur qui devient Sainte-Geneviève, là, Pierrefonds, là, c'est très naturel ce coin-là, là, parce que c'est l'emplacement d'un des parcs nature, là, du Bois de Liesse, puis il y a le parc nature aussi de Saraguet. Les deux, c'était des grandes terres qui appartenaient à des grands bourgeois anglais. Et ils voulaient avoir des grands domaines où personne allait habiter alentour d'eux. Ils allaient à la campagne et ça va être racheté tout de suite par la ville quand ils vont quitter dans les années 70-80. Alors, c'est resté intact. C'est vraiment des natures vierges. Et puis d'ailleurs, je pense que cet été, je donne une conférence aussi sur l'histoire des Écossais du boulevard Gouin. Parce que l'élite anglophone montréalaise, qui était écossaise en vérité, avait pas mal de maisons d'été le long de la rivière des Prairies, du lac Saint-Louis, du lac de Deux-Montagnes. Alors, il y en a le long de la rivière des Prairies. Fait que je vais traiter du sujet. C'est vrai que le Parcours Gouin, c'est un autre organisme dans le secteur qui a une offre d'activités sport, d'activités plein air, mais aussi culturelles et donc historiques. Alors, il y a plein de choses à savoir sur les versants nord de l'île de Montréal. Plein d'autres bons sujets pour une autre émission d'Épistémia. Ben oui. Merci beaucoup Stéphane d'être venu. Ça a été un plaisir.